Merci. Bonjour amis téléspectateurs de Amani TV. C'est encore un plaisir de recevoir sur ce plateau de l'entretien Florian Bobin. Il est là, on a fait une émission il y a un moment pour parler de Blondin. Aujourd'hui, on reparle de Omar Blondin Diop, mais cette fois parce qu'il a publié un autre livre et il s'agit bien sûr de cette si longue quête, Vie et mort d'Omar Blondin Diop. Monsieur Florian, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. C'est encore un plaisir de vous avoir à Amani TV. Plaisir partagé. Alors, vous aviez récemment, c'était en 2023, mais juste là, on était le 11 mai, vous consacriez encore un autre livre. Cette fois-ci, ce n'est pas des textes que vous nous offrez, ce n'est pas ces textes qu'il avait écrits, mais vous nous faites le portrait de Omar Blondin. Qu'est-ce qui vous a poussé à publier aujourd'hui ce portrait? Et vous parlez de vie et mort d'Omar Blondin Diop. C'était le sens de mes recherches depuis 5 ans maintenant. Je l'avais d'ailleurs annoncé sur le plateau d'Amani TV que le prochain projet allait être la parution d'une biographie, donc la voici. Pour moi, il est important de tenter de retracer le portrait de cette figure assez insaisissable de l'histoire politique du Sénégal. Son portrait est connu. Il figure aujourd'hui dans des fresques à Dakar. Il figure dans des morceaux de musique, sur des peintures. Et on connaît quelques photos. Mais au-delà de ces éclats, de ces fragments iconographiques, sa vie était connue dans les grandes lignes, mais j'ai tenté dans ce récit de combler les trous qu'il y avait entre les différentes séquences de sa vie. C'est ce qui m'a poussé à retracer sa vie, et puis évidemment les conditions de sa mort à la prison de Gorée, le 11 mai 1973, a suscité depuis maintenant un demi-siècle beaucoup d'interrogations. Donc j'ai tenté à travers ce livre de centraliser tous les témoignages et aussi les éléments de l'enquête judiciaire qui permettent en tout cas d'attester que Omar Blondin Diop a été victime d'un homicide. Alors, on y reviendra, mais Monsieur Florian, on voit également que vous parlez de la vie et de la mort d'Omar Blondin. Vous avez pris 5 ans de recherche, d'enquête. Pourquoi tout ce temps? Pour reconstituer en tout cas la vie et la mort de cette figure sénégalaise. Parce que c'est une figure, comme je l'évoquais, centrale, même si sa vie a été très courte, fulgurante, mais son image est centrale dans l'histoire politique du Sénégal. Mais ce que sa vie raconte, c'est aussi celle d'une époque après les indépendances politiques nominales, une époque lors de laquelle la jeunesse sénégalaise, mais aussi les jeunesses du monde entier, combattaient pour des idéaux de liberté, contre l'autorité, contre les vieilles structures, contre le capitalisme, contre l'impérialisme. Et donc, il me semblait important, à travers le récit de ce personnage, à travers le récit de cet homme, aussi de tenter de brosser le portrait d'une époque. Donc c'était dans le cadre de mes recherches en tant que jeune chercheur en histoire. Je me suis pris d'intérêt pour cette figure et pour cette époque. Il m'a semblé important de pouvoir la mettre à l'écrit et la partager comme trace aux jeunes générations. Alors, il y a juste quelques mois, nous avions reçu, je le disais tantôt, et vous qualifiez la période de Omar Blondin comme une porte d'entrée dans l'histoire politique du Sénégal. Que pouvez-vous nous dire encore quand vous finissez encore, en tout cas, de publier ce livre? Oui, c'est une porte d'entrée parce qu'à travers lui, il y a les luttes, les espérances, les espoirs, les rêves de toute une génération. Il est l'enfant de l'indépendance du Sénégal, mais de l'Afrique de manière plus générale. Dans un contexte après la Seconde Guerre mondiale où l'ordre international est en pleine transformation. Il est l'adolescent aussi de cette jeune construction d'une nation et il est le jeune adulte de ces années 68. Donc à travers lui, on a d'une certaine manière l'histoire contemporaine post-Seconde Guerre mondiale en mouvement. D'autant plus que lui, il a été entre l'Afrique et l'Europe, entre le Sénégal et la France. Et à travers lui, on voit également les relations post-coloniales qui se dessinent, des relations conflictuelles, des relations avec des mémoires brisées, avec des espérances parfois contraires. Mais à travers lui, il y a également toute cette époque qui est brossée. Et puis c'est aussi
période de l'histoire qui renvoie à l'actualité à travers toutes les solidarités internationales. Donc les solidarités à l'époque contre la guerre américaine au Vietnam, contre l'apartheid en Afrique du Sud, pour la libération des territoires coloniaux portugais en Afrique, avec la Guinée-Bissau au sud du Sénégal, avec la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, etc. Et donc, à travers le récit de sa vie, on a également le récit de rêves, de combats et de luttes de toute une époque. Alors, et pour ce livre, vous avez choisi Boubacar Boris Diop pour préfacer, en tout cas, cette biographie consacrée à Omar Blondin Diop. Boubacar Boris Diop n'est plus à présenter dans le paysage universitaire ou médiatique, mais pourquoi le choix porté sur lui? Pour plusieurs raisons. Déjà, il a été le premier dans la littérature, dans son propre corpus littéraire, à avoir remobilisé la figure d'Omar Blondin Diop. Son premier roman, Le Temps de Tamango, a comme personnage central Kaba Diané, qui est retrouvé mort en prison et qui renvoie donc à l'ombre qui plane d'Omar Blondin Diop. Boubacar Boris Diop est aussi un contemporain d'Omar Blondin Diop, puisqu'ils sont nés dans la même année. Ils se sont croisés, ils se sont connus dans les années 68, mais aussi parce que dans l'œuvre de Boubacar Boris Diop, il y a ce rapport à la mémoire, ce qu'il appelle ce travail contre l'oubli de l'oubli. Et c'est humblement le sens de ce récit, et c'est de lutter contre l'oubli. De lutter contre l'oubli autour de la vie d'Omar Blondin Diop, de sa mort, et aussi d'une génération qui fait écho à l'actualité. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai été vraiment très honoré d'avoir pu avoir cette préface de Boubacar Boris Diop. Alors, et pour le livre toujours, on voit qu'il y a des témoignages, il y a des récits, mais il y a également des citations que vous avez certainement prises de lui. Mais comment est-ce que vous avez fait avec le processus, en tout cas de production de ce livre, en consultant plusieurs sources? Comment vous avez procédé pour aboutir justement à produire le livre? Je suis avant tout un chercheur, donc le style du livre est un récit que j'ai voulu vivant, que j'ai voulu colorer avec de la musique, avec des mouvements. Mais la démarche est avant tout une démarche de recherche, de croisement des sources. Donc je me suis d'abord intéressé à ce qui avait été écrit sur lui et sur l'époque. Sur lui, assez peu de traces écrites existent. Sur l'époque, il y a une littérature importante. Mais à partir de ce qui avait déjà été écrit, j'ai croisé différentes sources. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont connu Omar Blondin Diop directement, évidemment sa famille, les camarades de lutte, les amis, des connaissances, donc entre Dakar, Paris et Bamako. Donc c'est la raison pour laquelle ça m'a pris de longues années à retrouver ces personnes, à les interroger, à les réinterroger et à essayer de faire sens de tous ces récits. Ensuite, il y a également les sources officielles, les archives de l'État sénégalais et de l'État français, donc les archives de la police, les archives des affaires étrangères, de l'ambassade de France au Sénégal, les archives nationales sénégalaises, qui permettent de rendre compte de ce que l'État et ses services disaient de l'époque. Donc, dans le cadre des archives de la police, ça peut être des câbles, ça peut être des notes des services de renseignement sur, par exemple, la présence d'Omar Blondin Diop dans le contexte parisien. Est-ce que cela a été facile peut-être d'avoir ces documents? Non, ça n'a pas été facile. Dépendant du contexte. Ça prend du temps dans certains cas. Dans le contexte de la France, par exemple, il y a, pour certaines archives, un temps d'accès. Ça peut être entre 25, 50 et 75 ans, dépendant de la nature du document. Mais en fin de compte, en faisant des demandes de dérogation, par exemple, il est possible d'avoir accès au bout de plusieurs mois de relance auprès de ces services, un accès à ces archives. Dans le contexte du Sénégal, c'est plus compliqué puisque les archives nationales sénégalaises, après 1962, donc après l'arrestation de Mamadou Dia et des 4 ministres qui étaient associés à l'ancien président du Conseil des ministres, sont très difficilement accessibles. Il y a également les archives de la police, qui se trouvent au niveau de l'école de police, qui sont partiellement disponibles. Il y a, au niveau de ces archives, un dossier Omar Blondin Diop, qui a été recensé, qui a été classifié, mais qui aujourd'hui est inaccessible. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc, en plus de ces archives officielles,
je me suis également intéressé aux archives de la presse, donc ce qui se disait, ce qui s'écrivait à l'époque dans la presse, à la fois sénégalaise et française et internationale, sur Omar Blondin Diop, sur sa participation dans différents mouvements, en 68, en 71, etc. Et puis enfin, les archives privées aussi. Et c'était le sens de ma première apparition sur Amani TV, vous présenter le recueil de textes que j'avais compilé, grâce aux archives qui avaient été conservées par la famille. Et ces archives-là sont importantes aussi pour resituer sa pensée. Il y a ses propres archives, mais il y a également ses lectures. Donc dans ces archives privées, il est possible d'entrevoir une partie de des lectures que lui faisait et qu'il avait. Enfin, aussi, un quatrième type d'archives, que sont les archives audiovisuelles, donc des vidéos de l'époque, des reportages, des photos, qui permettent de le situer. Et par exemple, j'ai pu retrouver plusieurs de ses camarades à partir de photos. Des photos que j'ai reçues de la part de ses amis. J'ai essayé de retrouver les personnes qui étaient autour de lui dans les photos, et ça m'a permis de retrouver ces témoins et ces acteurs de l'histoire. Donc c'est à travers toutes ces archives, à la fois les archives issues d'entretiens, des témoignages oraux, les archives officielles, les archives de presse et les archives écrites, privées, que j'ai tenté de reconstituer la vie et la mort d'Omar Blondin Diop dans ce récit. Alors, vous avez tenté de reconstituer sa vie et sa mort, mais il y a dans le livre, lorsque vous parliez de son passage en France, vous avez intitulé une des parties « Paris s'éveille ». Comment vous avez fait pour choisir ce titre-là pour cette partie? Paris s'éveille, c'est le nom d'un morceau de musique. Je vous avoue que là, l'artiste m'échappe. Mais ce que j'ai tenté de faire, c'est de renvoyer aussi à des éléments culturels de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui. Donc les titres de chapitres renvoient de manière plus ou moins subliminale à des morceaux de musique, à des ouvrages. Donc par exemple, le chapitre 5 qui est consacré à la... Sous les pavés. Voilà, donc sous les pavés, la plage, c'était un des slogans qui a été utilisé en mai 68. Donc ça, c'est une des cartes que j'ai prénommé cela. Le chapitre 5 qui est consacré à la période dakaroise d'Omar Blondin Diop après son expulsion de France s'intitule « Les indépendances ensommeillées ». Donc c'est une référence au soleil des indépendances de Amadou Kourba. J'ai tenté en tout cas d'inscrire les intitulés de chapitres et de cartes, puisqu'il y a également des cartes dans ce livre que j'ai réalisé avec mon frère qui est cartographe, de renvoyer à des éléments culturels qui font état de l'époque aussi, quoi. Donc à la fois la littérature, la musique, la peinture, etc. Et donc c'est peut-être votre approche en tant qu'historien qui s'est jouée, mais il y a également un titre, Deloubi. Deloubi. Voilà, Deloubi, c'est le retour. Donc le retour au Sénégal, ça c'est le nom d'une des cartes qui retrace les lieux, de son retour. Absolument, les lieux que lui a fréquentés après son retour au Sénégal, son expulsion de France. Et donc j'ai réalisé avec mon frère cartographe 13 cartes, 12 dans le récit et une dernière carte annexe, pour essayer de donner aussi une dimension spatiale. Donc le récit est composé évidemment de textes, je raconte l'histoire par la prose, mais vous y retrouverez des photos de l'époque et des cartes qui resituent dans l'espace ces mouvements qui vont du Niger, là où il est né, au Sénégal où il a passé son enfance, en France où il a passé son adolescence, et tous ces mouvements entre ces différents territoires. Alors, plus de 200 pages, près de 250 pages pour parler de l'histoire d'un homme. C'est un récit, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes de base, vous êtes chercheur, vous êtes historien. Comment vous avez fait pour réussir quand même à appliquer en tout cas la rigueur scientifique qui sied à une écriture sous forme de récit? C'est pas évident et ça a été une de mes interrogations importantes au moment de l'écriture. Après 4 années de recherche, étalées entre 2018 et 2022, il me semblait important d'écrire. La recherche peut être infinie, éternelle. On n'a jamais fini de trouver, tant est qu'on trouve, puisque souvent on cherche sans nécessairement trouver. Et la nature même de l'exercice d'une biographie, c'est qu'il y aura des trous, il y aura des éléments qui demeurent dans l'interrogation. J'ai encore de nombreuses questions autour de la vie d'Omar Blondin Diop, mais il me semblait important de ne pas laisser passer 10 ans, 15 ans sans écrire, sans tenter de laisser une trace. Donc au bout de ces 4 années de recherche,
avec une rigueur, en croisant les sources, avec une méthodologie de recherche telle que je l'ai apprise dans mon instruction de jeune chercheur. Je me suis posé la question du type de récit que je voulais adopter. Le style académique peut parfois être inaccessible, peut parfois être un peu aride. Surtout quand c'est destiné au grand public. Absolument. Et ne rend pas compte toujours de la vivacité, de la vie, parfois de la passion, de l'amour, des difficultés, des défis, des combats qui entourent une époque. J'ai donc fait le choix d'un récit vivant, tout en gardant ma rigueur de recherche. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'invente rien, rien n'est romancé. Simplement, la vie d'Omar Blondin Diop et sa mort sont mises en récit avec des éléments vivants. C'est là une frontière ténue, une frontière assez difficile à tenir entre une biographie historique et ce qu'on appelle le roman vrai. Le roman vrai, c'est ce style qui est ancré dans un contexte, mais qui souvent verse dans une romantisation. Emprunter des approches un peu... Voilà, c'est ça. Et c'est un style qui par ailleurs a tous ses mérites, mais j'ai évité de verser dans cela. Alors, vous avez évité de faire ça et à la fin, vous nous présentez l'ouvrage. Mais on va parler peut-être de sa vie maintenant, un peu. On sait que c'est 26 ans, c'était assez... on peut dire qu'il est mort jeune, nommé très jeune, Omar Blondin. Mais quand même, après 26 ans, jusqu'à présent, on parle de sa vie, de ses réalisations. Selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de son passage, même si c'est court sur Terre? C'est le fait qu'il a su joindre son statut de jeune intellectuel avec celui d'un homme de conviction qui n'hésite pas à aller sur le terrain. Un révolutionnaire, donc. Un révolutionnaire. Ce qu'on appellerait un intellectuel organique. Le fait qu'il ait réussi si jeune à commencer à lier cela, évidemment que lorsque l'on meurt à 26 ans, lorsqu'on est incarcéré à même pas 24 ans, c'est compliqué de s'enorgueillir d'un long palmarès, disons, de réalisation. Toujours est-il que lui a marqué toutes les personnes qu'il a rencontrées et dans sa fulgurante trajectoire a eu des réalisations, que ce soit à Paris en mai 68, que ce soit à Dakar lors de son retour, dans les jeunes embryons de ces groupuscules maoïstes qui donneront naissance par la suite au mouvement Un de Dieu. Et tout simplement, il incarne aussi cette époque en joignant, comme je le disais, ce côté intellectuel et ce côté militant. Et il était également prolixe, on sait qu'il a écrit. Ça aussi, peut-être, ça a joué sur ce qui a fait qu'il soit resté, en tout cas, dans les mémoires. Absolument, ça joue, c'est fondamental. Surtout à l'époque, l'écriture était centrale dans la formation d'une idéologie ou d'idéologie au pluriel, dans leur complexité, mais aussi féconde. Il a écrit et il est fort heureux que nous ayons pu retrouver, à travers la conservation de sa famille, 200 de pages, consignées donc dans l'ouvrage, dans le recueil que j'ai compilé. Et il a sans doute écrit bien plus. Mais le fait d'avoir pu récupérer et restituer ces analyses à un certain moment donné de sa vie, ça a été fondamental. Le fait aussi que d'autres personnes autour de lui aient également conservé des notes de ses interventions. Je pense notamment à un de ses camarades, un Marocain qui habite à Paris, avec qui il a passé ses années 68, qui s'appelle Mustapha Sarra, qui à l'époque avait gardé un carnet où il écrivait au jour le jour ce que lui vivait et aussi ce que ses camarades disaient, dont Omar Blondin Diop. Donc il y a un certain nombre de prises de parole d'Omar Blondin Diop que j'ai pu reconstituer grâce à ces carnets de bord gardés par ce camarade Mustapha Sarra. Et cette richesse, cette diversité dans les sources montre également qu'il était porteur de messages, Omar Blondin. On peut dire donc qu'il n'était pas seulement, peut-être qu'il savait au fond de lui qu'il pouvait laisser un message même s'il est mort jeune. Oui, mais je pense qu'il avait toujours une vision collective. Il ne se voyait ni comme un héros ni comme un messie. Il était dans un mouvement collectif, commun, mais évidemment que chacun a son rôle à jouer. Lui, il a eu le sien, dans cette jonction entre
l'intellectuel, le militant, je rajouterais même l'artiste aussi, puisqu'il a fréquenté beaucoup d'artistes et lui-même a été un acteur de film. Il a joué dans le film La Chinoise du réalisateur suisse Jean-Luc Godard. Il a également été un conseiller pour ce même réalisateur Jean-Luc Godard un an plus tard pour un autre film qui s'intitule One Plus One. Et donc il y a une diversité d'activités chez lui. C'est un personnage pluriel qui montre aussi la richesse de cette époque. Alors, un personnage pluriel, mais qui malheureusement n'est pas trop connu. Maintenant, si il vous a été donné peut-être de le présenter, si la question de savoir qui est Omar Blondin Diop vous a été posée par un public qui peut-être ne le connaît pas, quelle aurait été votre réponse? Alors, ma réponse aurait été que Omar Blondin Diop est un jeune philosophe, militant et artiste, sénégalais, mais plus largement ouest-africain, puisqu'il est né au Niger et ses parents sont à la fois sénégalais et maliens, qui est un enfant des indépendances, qui a participé au mouvement de mai 1968 à Paris, qui a été un opposant politique au président Léopold Sédar Senghor, et qui, du fait de son engagement anti-impérialiste, en voulant libérer ses frères et camarades qui avaient été emprisonnés pour avoir tenté une attaque sur le cortège du président français de visite à Dakar, Omar Blondin Diop, pour cette raison-là, a été emprisonné, incarcéré sur l'île de Gorée et mort en mai 1973 dans cette même prison, et dont les conditions de la mort interrogent toujours, et dont la mémoire ressurgit aujourd'hui au Sénégal. Alors, c'est ça qui va nous conduire maintenant à parler de sa mort. On sait que les conditions de sa mort ont été tragiques, mais également floues, puisque jusqu'à présent, les débats sont super animés. Mais vous, en tant qu'historien d'abord, avant de parler de l'intérêt que vous portez peut-être sur la vie et le passage de Omar Blondin, mais en tant qu'historien, si vous jetez un regard sur, en tout cas à travers les recherches que vous avez eu à faire, si vous jetez un regard sur les conditions de sa mort, quel est votre premier commentaire? Mon premier commentaire, c'est que, a priori, c'est la porte d'entrée, ça a été ma porte d'entrée dans ces recherches, sa mort, qui m'a beaucoup, sur laquelle je me suis beaucoup interrogé. Comment se fait-il qu'un philosophe intellectuel meurt dans les prisons du poète président? Toute mort se vaut. Toute mort dans les prisons se vaut. Le symbole d'un intellectuel dans le pays du poète président interroge. Je me suis donc intéressé à ce qui se disait à l'époque. Déjà à l'époque, alors il faut savoir que très rapidement, la mort d'Omar Blondin Diop a été contestée. La version officielle de l'État sénégalais était celui d'un suicide par pendaison. Il se serait pendu à l'aide de son drap de lit au tuyau qui se trouvait dans sa cellule. C'est la version de l'État. Très rapidement, beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont estimé que cette version ne tenait pas, pour plusieurs raisons, qui seront élucidées par la suite. Puisque très rapidement, le juge qui est en charge de l'affaire, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar, le juge Moustapha Touré, est saisi de l'affaire. Il mène son enquête, il tente de faire une reconstitution in situ, sur place, à la prison de Gorée, avec un détenu de droit commun bien portant, en pleine journée, puisque la mort d'Omar Blondin Diop avait été présentée comme étant en pleine nuit, à 2h du matin, en pleine journée avec la porte de la cellule entrouverte, la lumière de jour qui rentre, avec l'aide d'un lit, d'un support. Le juge Moustapha Touré en charge de l'affaire a trouvé très impossible, si ce n'est pour dire impossible, que le détenu se hisse sur son lit pour enrouler son cou avec le drap et l'enrouler autour du tuyau de canalisation. D'autant que Omar Blondin Diop n'avait aucun support à l'époque sur lequel il pouvait se mettre pour s'élever. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est le rapport de contre-expertise qui a été mené par le père d'Omar Blondin Diop, qui est un médecin, et donc qui, au nom du serment d'Hippocrate qu'il a passé, ne s'aventurerait pas à mentir sur
un rapport d'autopsie qu'il aurait réalisé. Ce rapport d'autopsie, de contre-expertise qu'il a réalisé, fait état de coups reçus au niveau de la nuque, de la région, ce qu'on appelle la région bulbaire, qui atteste donc qu'il a reçu des sévices de la part de ses geôliers. Autre élément, c'est que la main courante de la prison, donc le registre qui fait état des entrées et des sorties de la prison, évoque, qui a été donc consulté par le juge Mustapha Touré, évoque à la journée du 21 avril, donc à peu près 3 semaines avant l'annonce de la mort d'Omar Blondin Diop, est inscrit dans cette main courante le fait que Omar Blondin Diop refusait de s'alimenter et était blessé et l'infirmier avait été appelé. 3e élément. Face à ces différents éléments, le juge d'instruction a commencé à inculper 2 des 3 gardes pénitentiaires. Très rapidement, il a été dessaisi de l'affaire, remplacé par un autre juge qui, lui, à peu près 1 an plus tard, a sorti une ordonnance d'incompétence, en estimant que cette juridiction était incompétente pour juger de l'affaire, et que donc il fallait renvoyer l'affaire au tribunal de simple police. Assez rapidement, l'État, dans sa version officielle, publie un livre blanc qui s'intitule le livre blanc sur le suicide d'Omar Blondin Diop, une version que le président Senghor portera jusqu'à Paris dans une conférence de presse au début du mois de juin 1973, et tout s'emballe. L'affaire est donc étouffée, mais récemment, le juge Mustapha Touré, avant son décès, s'est exprimé dans le film réalisé par le réalisateur sénégalais Djedi Djigo pour son film Omar Blondin Diop, Un révolté, sur le fait que rien ne justifiait son dessaisissement et que lui, en tant que juge qui a mené l'enquête de manière impartiale, est convaincu qu'il s'agit d'un homicide. Élément supplémentaire, un conseiller du président Senghor, français, du nom de Jean-Pierre Biondi, a été interrogé tout récemment par des journalistes de RFI dans un podcast qu'ils ont réalisé sur Omar Blondin Diop, sa vie et sa mort. Et lui révèle que la version qui circulait dans les couloirs de la présidence était celle d'une rixe. Celle d'une rixe, donc d'un affrontement avec les gardes pénitentiaires, et que en fait la version du suicide ne tenait pas. Voilà. Tous ces éléments concordent vers le fait qu'effectivement, Omar Blondin Diop a été victime des coups assénés par ses geôliers et que, suite à sa mort, elle a été couverte par une version officielle qui ne tient pas. Et donc, c'est une affaire d'État, jusqu'à aujourd'hui. Et depuis lors, selon vous, quelle est votre analyse sur l'évolution par rapport surtout à la position de l'État sénégalais? Alors, la famille d'Omar Blondin Diop a fait une demande de réouverture du dossier judiciaire sur la mort d'Omar Blondin Diop à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort. Donc en 2013, la demande a été faite, a été transmise au ministre de la Justice de l'époque, Aminata Touré, qui, en dépit d'une promesse, n'a finalement pas transmis le dossier au procureur de la République. Pendant une dizaine d'années, sous le magistère de Macky Sall, l'affaire n'a pas eu de suite, malgré quelques relances de la part de la famille. La dernière relance ayant été celle de l'année dernière, dans un contexte, comme vous le savez, de répression sur les forces d'opposition, dans un contexte où réouvrir une affaire judiciaire comme celle d'Omar Blondin Diop est impensable, alors que des jeunes sont en train de se faire tuer C'était avec les manifestations, absolument, à l'approche des élections. Absolument, puisqu'en mai 2023, on est donc 2 ans après mars 2021, mais on est aussi 1 mois avant juin 2023, manifestations lors desquelles une trentaine de jeunes ont été tués. Cette année, avec l'alternance politique, l'arrivée d'un nouveau régime, il est souhaitable que cette affaire soit réouverte. Ça ne ferait qu'honorer les nouvelles autorités, de réouvrir le dossier sur Omar Blondin Diop et aussi de faire un regard rétrospectif sur les autres dossiers. Je fais une petite incise, notamment sur le massacre de Thiaroye,
du 1er décembre 1944, sur là aussi le massacre du champ de course du 1er décembre 1963, les élections législatives et présidentielles, lors desquelles des dizaines de personnes ont été tuées également. Et donc nous avons espoir, en tout cas à titre personnel j'en ai, que cette affaire puisse être réouverte pour qu'enfin justice soit faite, soit rendue, plus de 50 ans après. Alors le cas de Omar Blondin fait partie de ces lots d'injustice que l'histoire porte, mais qui jusqu'à présent se convoquent au présent. Quand vous y pensez, quel serait l'intérêt peut-être de rétablir la vérité sur ces questions-là, notamment sur le cas Blondin par exemple? Alors, vous savez, au lendemain de la répression de mars 2021, le ministre des Forces armées de l'époque, Maître Sidiki Kaba, avait annoncé au cours d'une conférence de presse qui annonçait un mémorandum sur ce qu'ils appelaient les événements de mars 2021, que depuis Blondin Diop, tous les crimes d'État au Sénégal ont été éclaircis. Ce qui révèle deux choses. D'une part, que Omar Blondin Diop a effectivement été victime d'un crime d'État. Parce que son dossier était classé. Parce que son dossier effectivement a été classé, en tout cas il n'a pas été réouvert. Oui. Enfin, pour toutes les raisons que j'évoquais tantôt. Ce que cette déclaration révèle également, c'est que il y a cet antécédent, ce précédent Omar Blondin Diop, qui continue de hanter un régime qui s'est efforcé, celui de Macky Sall, à réprimer son opposition, et notamment les jeunes qui sont sortis manifester. Il y a donc une continuité de la répression qui remonte déjà à l'ère coloniale, qui est incarnée de manière palpable par la mort d'Omar Blondin Diop, et qui continue à être incarnée, en tout cas sous l'Ancien Régime, par plus d'une soixantaine de morts, par des cas comme François Mancabou, qui a été retrouvé mort dans sa cellule en 2022, dans des conditions qui rappellent celles d'Omar Blondin Diop. Comparaison n'est certes pas raison, comme le dit Boubacar Boris Diop dans sa préface, mais dans une société et dans les sociétés du monde qui aspirent à une égalité des droits, des chances et à une liberté de tous et de toutes, la question d'éventuelles exécutions extrajudiciaires est effectivement inadmissible. Boubacar Boris Diop revient dessus dans sa préface. Donc effectivement, réouvrir le dossier sur Omar Blondin Diop permettrait également, déjà pour ses proches, de faire un deuil qui est toujours incomplet, pour le Sénégal et toutes les personnes éprises de justice, pour qu'elles sachent que justice peut être rendue, mais aussi pour rappeler l'impératif de justice de tous ceux qui ont été victimes de crimes d'État après Blondin Diop. Je pense notamment aux jeunes de ces 3 dernières années. Alors vous pensez aux jeunes de ces 3 dernières années, c'est peut-être ce qui va nous conduire à faire peut-être la corrélation entre... C'est vrai, l'histoire de Blondin, ça fait partie des pages sombres de l'histoire, mais récemment au Sénégal, on a vécu des répressions qui peut-être auraient pu, ou en tout cas qui ont eu des conséquences assez similaires avec la perte de jeunes au Sénégal. Quand vous faites maintenant la comparaison entre ces deux époques, c'est vrai, il y a beaucoup d'évolutions, mais quel est peut-être le sentiment qui vous anime quand vous regardez les deux époques, l'époque où a vécu Omar Blondin avec les supplices qu'il a subis, et peut-être l'époque assez récente qu'on a vécue au Sénégal? Alors, je reviens là-dessus assez rapidement dans l'épilogue, puisqu'effectivement il y a une continuité. Sur certains combats, il y a une continuité, et il y a une continuité de la violence d'État. Dans les deux cas, certains des idéaux qui avaient été portés par la génération 68 sont repris aujourd'hui. Je précise évidemment que le contexte est différent, les combats sont différents et sont portés différemment, mais il y a quand même un fil conducteur qui est celui d'une émancipation des chaînes de l'oppression, quelles que soient ses formes. Et puis, la violence d'État qui s'abat, qui s'est abattue notamment ces 3 dernières années, sous des formes parfois sournoises, mais qui, dans ses formes les plus palpables et les plus violentes, s'est abattue, comme sur Omar Blondin Diop en 1973, sur, comme je l'évoquais, ces dizaines de jeunes qui ont été tués dans les rues en pleine manifestation ces 3 dernières années. Il y a donc un fil conducteur qui est une violence d'État qui remonte à l'époque coloniale,
mais qui est consubstantielle, qui est d'une certaine manière arrimée à la nature des institutions, à la nature du fait que le pouvoir est sans réforme allant de ce sens, toujours concentré dans les mains du chef de l'exécutif. Et le fait que la police a un certain degré d'impunité qui fait que l'on entend beaucoup plus parler, enfin l'écrasante majorité des cas, c'est que des morts aux mains de la police ou aux mains de gardes pénitentiaires sont impunis que l'inverse. C'est vraiment une infime minorité de cas où des policiers qui ont tué des citoyens ou des gardes pénitentiaires qui, du fait de mauvais traitements ou de sévices, ont contribué à la mort de détenus. C'est vraiment une infime minorité de ceux-là qui répondent à la justice. Donc il y a effectivement cette trame qui remonte au moins depuis Blondin Diop. C'est peut-être ce qui vous a conduit à en parler dans les podcasts que vous aviez fait avec Où va le Sénégal, la question que vous posiez justement. Peut-être on va en parler un peu avant de finir cette émission. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez poussé justement à lancer en tout cas à vous associer à cette initiative? Alors dans mon cas, j'estime que l'histoire est toujours en mouvement et que l'histoire peut s'écrire au présent. Donc évidemment... Que l'histoire peut s'écrire au présent. Oui, c'est ça. Que l'histoire s'écrit au présent et qu'il est nécessaire, dans un moment de crise terrible que le Sénégal a traversé, après la décision anticonstitutionnelle du président de l'époque, Macky Sall, de reporter l'élection, qui a provoqué 4 morts en l'espace de quelques jours. 4 morts qui s'empilent sur la plus de soixantaine qui avait déjà été comptabilisée sur les 3 années précédentes. Il est important de chroniquer, d'archiver ce moment de l'histoire du Sénégal. Donc j'ai notamment reçu Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr qui est l'éditeur de ce livre à la tête des éditions Jimson, qui ont édité cet ouvrage, pour tenter de faire sens, de mettre des mots sur une situation de crise, mais aussi tenter de réfléchir et de penser à la fois avec un A mais aussi un E, de penser par la réflexion, mais aussi de penser par des échanges communs et parfois avec une dose d'émotion, l'avenir, c'est-à-dire les pistes d'avenir. Il y a une raison qui remonte à cette époque d'Omar Blondin Diop, d'une concentration des pouvoirs, d'une répression des mouvements d'opposition, d'une censure, d'une parole discordante et dissidente, qui ont été les causes fondamentales de la crise qu'a traversée le Sénégal. Et ne pas s'attarder sur les causes profondes, tandis que l'alternance est en train de faire son bout de chemin, ce serait sans doute faire appel à de potentielles futures conséquences qui ont les mêmes causes. Alors, on est au terme de cette émission, M. Florian Bobin. C'était encore un plaisir de vous avoir. Peut-être le dernier message ou le message à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent un peu sur Amani TV. Le message, je pense, c'est toujours le même, c'est-à-dire prendre conscience de l'importance décisive de l'histoire, de la conscience historique, pour reprendre les termes du professeur Cheikh Anta Diop. C'est par cette conscience historique que l'on peut bâtir sur des bases fécondes le présent et pouvoir se projeter. Sans connaître l'histoire d'Omar Blondin Diop, il est difficile de contextualiser ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Et dans le même temps, par continuité, par transmission historique, la connaître par les combats qu'il a portés, par les idées qu'il a co-construites avec ses camarades et les personnes de cette génération, permet aussi de donner un certain espoir pour le présent et se dire qu'il y a des pistes d'avenir fécondes. Alors, donc, vous disiez qu'il y a donc des pistes d'avenir fécondes et vous en parlez dans cette si longue quête, vie et mort d'Omar Blondin Diop. Monsieur Florian Bobin, merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Amani TV, pour avoir suivi cette émission. C'était un plaisir d'être à la présentation et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.